changer aujourd'hui, c'est avec Charlie Valenza, qui nous vient d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, Charlie, comment je vous présente? Musicien, animateur, attaché de presse, organisateur de fêtes, bénévole d'associations pour l'accessibilité des personnes handicapées, grand organisateur. Comment je vous présente? C'est une compilation de tout ça. C'est un peu tout ça à la fois. C'est tout ça? Ouais, c'est tout ça, puisque ça retrace un peu toute ma vie, quoi. Vous voulez qu'on commence par quoi? Par tout petit, tout petit? Par tout petit, vous allez avoir pas d'effort à faire. Hein. Vu le diamètre déjà, là, ça va être rapide. Hein. Vous avez été atteint d'une maladie où je ne sais même pas comment c'est pas bien important. C'est une maladie génétique. Génétique? Qu'on appelle l'ostéogenèse imparfaite, qui est en raccourci la maladie des os de verre, exactement un peu comme avait Petrucciani. Pas un peu d'ailleurs. C'est la même? C'est la même. Et donc ça veut dire qu'à l'âge de 5 ans, vous avez été obligé, contraint de vivre dans des centres qui font de l'adaptation Enfin, obligé, pas obligé, mais disons qu'à l'époque, c'était préférable qu'on me place dans un centre pour que je puisse suivre de la rééducation et suivre une scolarité normale pour pouvoir me développer, je dirais, dans les meilleures conditions possibles. Et de ce parcours, qui était quand même un parcours un peu d'enfermement, parce que vous viviez dans un milieu un peu clos, j'imagine. C'était un love story sans caméra. C'était un peu ça, je veux dire, pendant de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais donc dans un établissement avec dortoir, avec une équipe éducative, une équipe médicale, une équipe scolaire, et j'ai pu évoluer, quoi, apprendre tout ce qu'on apprend quand on est enfant et après adolescent, tout ça. Donc de cette période-là est né quelqu'un qui finalement, au lieu de rester enfermé, fait tout sauf être enfermé. On va y venir. Ouais. Hein? Ouais. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'à cette époque-là, j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est de la chance, de rencontrer une équipe éducative qui a été absolument extraordinaire avec moi. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas fait de cadeau. J'ai pas été couvé. J'ai été élevé à la dure, par moments. Et puis, on m'a expliqué très tôt et très jeune que plus tard, quand je serai adulte, que la vie à l'extérieur, c'est comme ça qu'on disait, c'était un peu la jungle, c'était très difficile. Et que quand on était handicapé, il fallait encore donner plus de soi. Donc, étant donné que j'ai eu très tôt une espèce d'allergie au système scolaire, les éducateurs ont vu que j'avais d'autres qualités et on les a développées. Oui, ils ont pas bloqué là-dessus, au contraire. Ouais. Alors, avant la jungle, il y avait aussi la première jungle, le CAT, les centres d'aide par le travail. Là, vous y êtes resté 5 ans à peu près, hein, c'est ça? Ouais, 4 ans. 4 ans. 4 ans, bien 4 ans. En fait, le problème, c'est le système du CAT qui vous pose problème. Vous avez appris dans ce CAT la ferronnerie, la soudure, le thermoformage, la sellerie, donc des choses plutôt intéressantes, même carrément intéressantes. Ouais. Disons que j'ai appris donc la soudure, le thermoformage. La sellerie, je l'ai pas apprise. Vous l'avez faite? Je l'ai faite de moi-même. J'ai simplement démonté ce qui était déjà fait en sellerie, j'ai refait sans savoir et ça marchait. Et puis, oui, c'est vrai que le système du CAT, comme je l'ai vécu en ce qui me concerne, ça a été difficile. C'est-à-dire qu'en fait, le CAT, alors on peut rappeler le principe du CAT, donc Centre d'aide par le travail pour les personnes handicapées, donc c'est de l'apprentissage à un métier tout en travaillant, quoi, en fait, en produisant, hein, c'est ça, mais en milieu fermé. Hein. Ouais. Et vous, il y a plein de CAT en France, vous pensez que c'est tout pour pas préparer au milieu ouvert? C'est difficile, hein, parce que, hormis l'ambiance qui était fabuleuse à cette époque,
Je veux dire, c'était vraiment l'ambiance colonie de vacances dans l'atelier, hein. On avait des moniteurs qui vraiment étaient très à l'écoute, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on avait envie de se former, quand on voulait aller plus loin, on nous disait qu'on n'était pas habilité pour ça. Le CAT n'était pas habilité pour nous former. Donc après, c'était très difficile d'avoir des projets en direction de l'extérieur pour pouvoir travailler en dehors, puisqu'à l'intérieur même du CAT, on n'était pas formé réellement. C'est-à-dire qu'on nous mettait devant un poste de travail et on nous faisait faire des tâches, quoi, hein, des activités bien précises. Mais c'était tout, quoi, hein, c'était très répétitif, quoi. Vous aviez peur de l'extérieur? En ce qui me concerne, non. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont dans les institutions qui ont peur d'aller à l'extérieur. Et moi, non, j'ai jamais eu peur. Au contraire. J'avais qu'une hâte, c'était de partir. Qu'est-ce qui fait que vous aviez envie de partir? Une famille, des amis, ça venait... C'est parce qu'il y a des gens qui restent toute leur vie dans le CAT. Ouais. Bah, disons que j'avais quand même des prédispositions physiques. Je suis assez autonome. Parce que dans le centre où j'étais avant, on m'a préparé à cette autonomie. Donc, à partir de là, j'ai eu qu'une envie, c'était d'avoir mon appartement et de pouvoir vivre à l'extérieur. Parce que j'ai toujours été un voyageur dans ma tête au départ. On verra plus tard qu'après, j'ai mis à l'acte tous mes rêves, quoi, certains de mes rêves. Donc, j'ai toujours eu envie de sortir, de toujours... Et puis, vous êtes sorti, et alors là, vous êtes vraiment sorti, quoi. Ah ouais, c'est au sens propre comme au sens figuré, quoi. Ça a été... Les premières années ont été difficiles, la sortie du CAT. Quand on ne vous y prépare pas, c'est un choc. Je le dis pour beaucoup de personnes handicapées qui, eux, le vivent parfois très mal. Parce que quand on est handicapé et qu'on se retrouve dans une ville ou dans une société qui n'est pas forcément adaptée... Qui n'est pas du tout... Voilà. Ouais. Et là, c'est très difficile parce qu'il y a risque d'isolement. Bon, j'avais décidé d'arrêter de travailler en CAT parce qu'on peut être externe, on peut très bien travailler en CAT et avoir son appartement. Vous avez voulu vivre l'extérieur total. Moi, je voulais couper le cordon ombilical. Les centres, je voulais plus en entendre parler. C'était du passé pour moi. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour toutes les handicapées. Il y en a qui peuvent pas. Alors, il faut bien se préparer. Psychologiquement, ça a été les premières années, les coups de blues, les coups de déprime. Perdu dans la ville, je connaissais personne à Aubagne. Et donc j'ai commencé à fréquenter des cafés. C'est là qu'on apprend à connaître plein de gens. Et puis j'ai commencé à connaître des musiciens. Et puis l'engrenage. L'engrenage, les pianos-bars sur Marseille, des nuits blanches à répétition, les cernes. Le jazz. Le jazz, la l'alcool, musique. la bêtise. Parce que j'ai touché à la bêtise aussi. Mais je pense que ça m'a formé. Ça m'a appris beaucoup de choses. Alors, on va regarder le premier sujet, et après on va quitter la période bêtise nécessaire, absolument nécessaire. Ouais. Et donc vous avez choisi d'aller voir une association de Nice, dans votre coin là-bas, hein, qui s'appelle HELP, et en fait qui fait prépare les gens handicapés, musique, voilà, pour leur apprendre à faire de la danse. De la danse, et ce qui est génial, je les ai rencontrés l'année dernière à Aix, et ils proposent vraiment des formes de danse adaptées à tout handicap, handicap mentaux, handicap physique. Et puis bon, en plus, ils ont un titre d'association HELP, c'est un morceau des Beatles. Alors, les Beatles, ça me fait fondre, mais ils font un travail absolument magnifique. Allez, on y va. Allez, on y va. Ça fait tout doucement. Ça fait en bas, l'oreille qui se colle. On regarde le plafond. On va mettre l'autre oreille. On regarde entre les jambes. Ouais, je l'ai finalement eu. Cette méthode, j'en suis l'initiatrice, mais je vais dire que je ne suis pas seule à l'avoir élaborée. C'est les handicapés, tous les handicapés qui m'ont aidée par rapport à enrichir ce travail. Et puis je vais dire avec l'expérience par rapport au nombre d'années qui a fait que ce travail fonctionne, qu'il y a des résultats au niveau psychomotricité, même au niveau psychique, donc au niveau physique. Et donc cette méthode fonctionne réellement. Alors qui est-ce qui participe à cette méthode? Donc il y a le corps médical,
qui participent pour donner des bases sur chaque handicap pour tous les professeurs de danse qui sont diplômés d'État. Il y a moi-même qui m'occupe de la pédagogie à adopter. Et puis, il y a des cours aussi de LSF, donc de la langue des signes française, pour apprendre un minimum pour communiquer avec les sourds malentendants. Et je me bats actuellement contre le jugement qu'a l'être humain en règle générale sur l'autre. L'être humain a tendance à juger avec ses yeux alors qu'il devrait juger avec son cœur. Donc je me bats pour la reconnaissance de ces handicapés, et en particulier les handicapés moteurs IMC. Si on aime, faut y aller, si on se dit j'arriverai jamais, c'est là qu'on se dit faut se lancer, faut se dire faut aller le jour ou le lendemain, de dire je fais cette danse, je vais le faire, et même si je me trompe ou un truc, je suis arrivée à faire quelque chose de bien. Alors, c'est vrai que sur les 4 derniers mois de la période scolaire, nous commençons à travailler sur les spectacles des associations départementales. Et ce qui est fabuleux, c'est quand tous ces handicapés se retrouvent sur scène avec leurs costumes, avec le maquillage, leurs chefs de groupe qui sont là et d'autres groupes, etc. Il y a une entraide qui est fabuleuse et encore une fois une joie de vivre extraordinaire. Ils sont tous excités à l'idée de monter sur scène et je vous affirme que c'est vraiment ce qu'ils font, c'est superbe. Notre but par rapport à tous ces spectacles, c'est de sensibiliser le public qui n'est pas handicapé, d'une part, et d'autre part aussi certains parents qui ne connaissent pas vraiment les capacités de leur enfant. Alors c'est vrai que souvent, ils viennent nous voir derrière les coulisses en disant « c'est fabuleux, c'est extraordinaire, on ne pensait pas que notre enfant pouvait faire ça ». Et c'est vrai que notre seul moyen de sensibiliser la plupart des personnes qui n'ont pas d'handicap, ce sont ces spectacles. Mon message que j'ai à faire passer, c'est que vous soyez handicapé ou pas, que vous soyez le plus handicapé possible ou pas, gardez toujours l'espoir. L'espoir qui manque à des tas de gens qui ne sont pas handicapés. L'important, c'est d'avoir des projets, quoi. Et vous, des projets... je ne sais pas vivre sans projet. Il y en a plein, hein. Ouais. Alors, il n'y a pas de hasard qui viennent comme ça, quand même. Quand vous êtes, après avoir vécu une vie de patachon pendant quelques années, à Aubagne, vous rencontrez des gens qui ont envie de faire changer les choses, vous créez à plusieurs, enfin, vous c'est déjà créé, une association qui s'appelle Tétine et Biberon. Ouais. Et alors là, vous faites quoi, là? Vous devenez attaché de presse? En fait, l'aventure de Tétine et Biberon, donc, qui a été faite par des copains qui au départ faisaient du théâtre en amateur. Et puis après, on a voulu aller plus loin. On a créé le premier festival de la jeune création vidéo européenne, donc, qui avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs dans la région à l'époque. Et puis bon, mais j'ai intégré le groupe et là, on a commencé une aventure fabuleuse de copains, quoi. C'était très fort au niveau de la vidéo, au niveau du théâtre. Et puis après ce festival de la jeune création vidéo, avec Nicolas Noël, on s'était dit que pendant le festival, quand on voyait une fiction ou autre, on ne voyait jamais de personnes handicapées jouer la comédie. Alors on s'est dit, mais ça, il doit manquer quelque chose. C'est-à-dire, pourquoi ne pas proposer des ateliers de théâtre dans des centres, puisque apparemment dans les établissements, les personnes handicapées ont du mal à sortir à l'extérieur, parce que c'est toute une organisation, c'est très compliqué. Donc on s'est dit, bon, on a pris le slogan de Lagardère, si Lagardère, s'il ne va pas à Lagardère, Lagardère ira à toi. Donc on a dit, bon, on va amener le théâtre à l'intérieur des centres, et on a créé le concept qui s'appelle le théâtre acteur social, donc qui a maintenant un peu plus de 10 ans, et qui fonctionne très bien, puisqu'on a l'association Tétine et Biberon a beaucoup de demandes.
beaucoup d'ateliers sont créés. Et puis ce qui est très important, c'est que ce n'est pas du théâtre, je dirais, fermé sur lui-même, puisqu'il y a des comédiens valides, il y a des professeurs de théâtre valides qui donnent des cours aux personnes handicapées, tout handicap confondu. Et bon, ben ça donne un esprit d'ouverture absolument sensationnel. Et puis, on s'aperçoit quand même que dans la population de personnes handicapées, il y a des gens qui ont autant de talent que chez les valides. Après, c'est un problème de reconnaissance. Là, c'est une autre histoire. Vous, là, donc, vous êtes complètement... Enfin, vous êtes dans le milieu ouvert, vous êtes à l'extérieur, mais vous ne pouvez pas vous empêcher quand même de lutter pour les personnes handicapées. C'est-à-dire, malgré votre insertion avec le reste, enfin, vous ne pouvez pas vous empêcher de ça. C'est quelque chose qui est vraiment... Mais vous savez, en France, vous avez des José Bové qui luttent pour la bonne bouffe. Moi, je lutte pour le bon vivre des personnes handicapées. Et si, quelque part, il n'y a pas des fois des leaders ou des grandes gueules ou des gens qui disent, bon, là, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter les bêtises, il faut arrêter le gaspillage, il faut réfléchir, il faut nous impliquer dans l'action politique, dans l'action sociale de tous les jours. Et c'est vrai que pendant des années, je me suis amusée, et puis j'ai pris conscience. Et c'est vrai qu'une année, je suis tombée d'un trottoir qui n'était pas adapté sur Aubagne. Je me suis cassé le bras, la jambe. Pendant 8 mois, j'ai galéré comme jamais. Et j'ai dit, ça suffit, quoi, il faut arrêter. Et c'est pas possible qu'il y ait des personnes handicapées qui se mettent en danger en se baladant dans les villes. C'est plus possible. Donc, il ne faut pas avoir deux discours, c'est-à-dire le discours politiquement correct de nos politiques qui disent, oui, nous, on fait ça pour les personnes handicapées, on dépense tant d'argent, etc. Mais très peu de personnes handicapées sont vraiment sollicitées pour participer. Et là, il y a un changement qui est en train de se faire. Vous trouvez, pour vous, les premières choses qu'il faudrait changer, des choses simples, c'est quoi? On sait bien l'accessibilité, ouais, une réflexion permanente, etc. Et puis quoi aussi? Ben, c'est vrai que ça commence d'abord par le côté pratique. Hein. Plus une ville sera praticable, mais dans tous les sens du terme. Il faut que ce soit aussi les handicapés qui soient... Tout à fait, qui soient consultés. Quand on fait un aménagement d'un trottoir, quand on fait un aménagement de lieux publics, il ne faut pas avoir peur de consulter les associations de personnes handicapées pour servir de cobaye, entre guillemets, d'aller sur le terrain et de dire, ben oui, c'est praticable ou ça ne l'est pas. Vous avez fait quelque chose d'assez intéressant il n'y a pas très longtemps à Aubagne. Vous avez organisé une journée où vous avez appelé toutes les personnes handicapées, mais voire même les mamans qui poussent des poussettes d'enfants, quoi, ouais. à se réapproprier la ville et à faire des propositions. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est allé sur 2 ans avec le service des personnes handicapées du Conseil général 13. On a fait le premier, des Bouches-du-Rhône. On a fait le premier diagnostic qui va être étalé sur 2 ans, où on part sur le terrain avec toutes les associations représentantes sur Aubagne et la région PACA. Donc, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a la PF, Boulégan, les Cannes Blanches, tout ça, il y en a plein. Et c'est tous ensemble qu'on s'y est mis. Hein, et on va sur le terrain et on a des fiches, on les remplit et on dit, bon, ben, tel lieu, il y a tel trottoir avec tant de centimètres, là, la porte, elle est accessible, là, les toilettes le sont pas, etc. Et toutes ces données, on les envoie au Conseil général qui, eux, vont les mettre sur un site internet. Donc après, il n'y aura plus qu'à se connecter et quand on voudra aller quelque part, eh bien, on saura d'avance que telle salle de spectacle est accessible, tel lieu public l'est ou pas, et ça sera beaucoup plus pratique. Oui, mais il faut aussi que vous agissiez pour dire attendez, c'est trop mal, il faut changer les choses. On fait que ça, c'est-à-dire que depuis quelques années, on a monté un comité d'accessibilité en partenariat avec la ville, donc on fait régulièrement des réunions où on amène sur la table des points noirs, des difficultés, et puis on fait voter des budgets et on fait avancer les choses. Et moi, je suis fier de dire qu'à Aubagne, au niveau de la voirie, parce que ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais on peut dire qu'on peut se promener dans le centre-ville d'Aubagne. Vous avez fait bouger les choses? Énormément.
Donc c'est possible, mais il faut être nombreux. Et puis, il faut être nombreux, il ne faut pas forcément faire toujours des concessions. Il y a toujours des risques de ne pas plaire à tout le monde. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que nous, on travaille pour les générations futures. Moi, je pense que le travail qu'on fait aujourd'hui va servir pour très longtemps et puis il va changer peut-être les mentalités aussi. Qu'est-ce qui vous insurge particulièrement? Qu'est-ce que vous voudriez voir changer? Vous me disiez un truc rigolo, vous disiez, mais pourquoi on ne voit jamais d'handicapés au Big Deal? Oui. Ils ont le droit d'aller à des jeux comme les autres. Non mais c'était C'est une boutade, mais c'est vrai, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que... C'est pas nécessaire absolument d'aller au non, Big Deal, mais non, enfin non. je veux dire... Et pourquoi oui, pas? oui. Et pourquoi pas? Il y a des personnes handicapées qui adorent le Big Deal et qui pourraient aussi s'amuser. Mais c'est vrai qu'au niveau des médias, au niveau de la télé, au niveau de la presse, je pense que la presse fait un peu plus d'efforts. Mais au niveau de l'image médiatique, c'est difficile encore. Hormis le Téléthon, hein, qui est une action formidable. Mais bon, c'est vrai que dans la forme... Formidable, absolument formidable, mais la forme. La forme, moi, j'ai des fois un peu des réticences. Mais je pense que ça a le mérite d'exister et que depuis que le Téléthon existe, il y a beaucoup de choses qui ont été faites de façon positive. Donc, moi, je garde le côté positif. Après, je pense qu'il n'y a pas que le Téléthon. La télé, c'est quand même autre chose. Changer les mentalités, c'est tous les jours. Hein. Mais vous savez, l'année dernière, il y a eu, je crois que c'était les Césars. On a vu des personnes de couleur noire arriver sur le plateau et se plaindre que les Noirs n'étaient pas assez représentés. Ouais. Alors, est-ce qu'un jour, je vais pouvoir intégrer les plateaux des Césars en disant je trouve que les personnes handicapées ne sont pas représentées dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique et même à la télévision. À la télévision, quand vous avez un chroniqueur sur France 2 où on ne voit pas son fauteuil, il est caché dans un siège, derrière une table et tout ça, bien sûr qu'on ne sait pas qu'il est handicapé. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette émission sur mon fauteuil, parce que je le dis toujours, ça peut paraître fou, j'adore mon fauteuil, quoi. Moi, celui qui a inventé ça, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il mériterait presque un prix Nobel, quoi, parce que avec ça, c'est nos jambes, on peut se déplacer. Ouais. C'est idiot, c'est des roues, ça nous fait vivre. Alors, pourquoi le cacher, pourquoi masquer là? Il faut s'assumer, c'est pas toujours facile. Alors, l'autre sujet, c'est un extrait d'un sujet assez long qu'on avait fait sur des initiatives de culture à l'hôpital. Vous avez choisi pourquoi ce sujet? Parce que le peu de fois où je suis allée à l'hôpital, et un peu trop à mon goût, donc j'espère, je touche du bois de ne pas y aller trop souvent, on s'ennuie à l'hôpital en règle générale. Et c'est pas normal qu'on s'ennuie autant. Parce que je pense que là aussi, si on occupe l'esprit, si on peut faire des activités à l'hôpital, on guérit plus vite. Et ça coûte moins cher, puisqu'on est dans un pays ou dans un monde de pognon, ça coûte moins cher. Voilà, on parle de faire des économies au niveau de la Sécu. Ouais. Occupez-nous, remontez-nous le moral quand on est à l'hôpital, et on y restera moins longtemps et on sortira... Je pense qu'à l'hôpital, les deux choses qui manquent le plus, c'est l'occupation et améliorer la bouffe. Parce qu'alors, manger à l'hôpital, si vous voulez faire un régime, faites-vous aller à l'hôpital, vous allez voir, vous allez perdre du poids. Alors là, c'est culture à l'hôpital. La prochaine fois, on fera... la bonne bouffe. Puisque Charlie teste tout, il ira tester la bouffe à l'hôpital. J'ai tout essayé. Vous n'allez certainement pas me croire, derrière moi c'est un théâtre et pourtant nous sommes bien dans l'enceinte de l'hôpital de Bligny. Et si vous ne voulez pas me croire, j'ai ici un grand témoin, le directeur de l'établissement hospitalier, le docteur de Quiro. Vous certifiez, c'est bien un théâtre? Oh, pour être un théâtre, c'est un théâtre. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce théâtre? En deux mots, je vais essayer. Ce théâtre a été construit au début des années 30, ouvert en 1933, je crois, sur volonté du conseil d'administration de l'époque, qui pensait, à juste titre, que la prise en charge globale du patient nécessitait qu'on lui apporte de la culture et de la distraction parce qu'il restait extrêmement longtemps dans l'établissement à l'époque. Aujourd'hui, quelle est l'actualité de ce théâtre? Ce que j'aimerais, parce que le conseil d'administration aimerait beaucoup,
c'est que l'on puisse rouvrir cette salle qui est fermée actuellement pour des causes de sécurité. Et nous espérons, à l'aide de partenaires, le Conseil général, le Conseil régional, le ministère de la Culture, par la DRAC, etc., pouvoir rénover ce théâtre, en faire une salle d'environ 250 à 280 places, de façon à l'ouvrir, certes, pour l'hôpital, malades et personnel confondus, mais surtout pour l'ensemble de la région, car je crois que c'est important que nous puissions offrir au secteur, au canton de Limours en gros, puisque nous sommes dedans, cette salle de spectacle pour y faire du spectacle vivant. Qu'est-ce qui anime votre volonté d'ouverture de l'hôpital et de faire rentrer la culture au sein de l'hôpital? C'est un bon moyen finalement pour ouvrir l'hôpital. L'hôpital est trop souvent une forteresse dans laquelle les médecins se retranchent. Trouver le moyen d'ouvrir la forteresse n'est pas toujours évident et la culture me semble être un bon moyen. Si nous parvenons à ouvrir un théâtre, les gens viendront dans l'hôpital pour voir des spectacles et comme ils seront venus voir des spectacles à l'hôpital, l'angoisse de la maladie amenant à l'hôpital sera moindre puisqu'on connaîtra le lieu comme étant un lieu de divertissement et non pas un lieu de souffrance. Je l'ai dit, tu es directeur artistique du Théâtre du Menteur. Qu'est-ce que ça apporte à un artiste de se produire au sein de l'hôpital? Beaucoup d'humanité. À savoir qu'on n'est pas dans une démarche professionnelle, il faut aussi s'adapter. Les contraintes en fait du malade, elles sont nombreuses. L'heure des soins, son état de fatigue, sa réceptivité. Ce qui fait que, fort de ces contraintes, c'est vrai qu'on utilise des spectacles en général assez courts, assez éclectiques, parce qu'on a ici 400 malades et autant de personnel hospitalier, et qu'on veut que cette saison culturelle soit pratiquée par tous. Et puis cette idée que pour la première fois des gens vont venir au théâtre ici, quelquefois ils parlent très mal notre langue et ils viennent s'éveiller aux mots, aux émotions, aux images qu'on leur propose. Et enfin, pendant une heure de temps, ce temps du spectacle, d'un regard l'autre, on sent à quel point on est... La seule chose qu'on peut arriver à leur donner, c'est l'oubli en fait. Et pendant une heure, en fait, que le malade, d'abord ne soit plus dans la dépendance au cœur médical, mais soit un spectateur autonome à part entière, et qu'en plus, il soit en mesure d'oublier son corps pendant une heure, de partir ailleurs, voyager dans l'œuvre avec nous semble quelque chose qu'on vit avec plus d'acuité au théâtre de l'hôpital de Bligny que dans des salles traditionnelles. Voilà, et en plus, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Vous avez décidé d'oublier aussi des choses et de ne pas vous bloquer. C'est-à-dire, vous avez voyagé, vous m'avez dit, oh, moi j'aimerais repartir en Tunisie. C'est pas pour Ben Ali, hein, c'est pour vos copains. Votre fauteuil que vous aimez tant, il ne vous bloque pas? Oh non, non, au contraire. Au contraire, si je n'avais pas de fauteuil, je serais bloqué. Donc, il est indispensable. Non, mais vous dites, je vais aller... Ah oui, je vais. Ah ouais, c'est clair. Vous avez vécu quelques mois, par exemple, en Tunisie, sans problème, parce que vous faisiez appel aux autres, quoi, en fait. Ah oui, non, j'ai vécu 6 mois en Tunisie, avec beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Mais ça se justifie différemment. La Tunisie, quand même pas un pays encore très praticable, mais... Bon, parce que les personnes handicapées là-bas sont encore dans des institutions très fermées, mais les familles là-bas font des efforts absolument fabuleux. C'est souvent des familles qui ne sont pas très très riches, donc ils n'ont pas les mêmes moyens, le mode de vie est différent. Mais c'est un pays extraordinaire au niveau de l'accueil, tout ça, c'est vraiment... Moi j'ai vécu des moments fabuleux. Mais le voyage, ce qui se passe, c'est qu'il y a... En 84, j'ai fait une rencontre avec un infirmier, Paul Guiziou, qui a créé sur Aubagne, à l'intérieur du CAT La Gautière, service de suite. Ce sont des appartements, justement, pour faire le tremplin entre le CAT et le monde extérieur. Et c'était un aventurier, c'est toujours un aventurier, puisqu'il est en Afrique, là. Et Paul a décidé de donner la possibilité aux personnes handicapées de voyager en Afrique. Donc en 84, on a organisé une opération qui s'appelle Pluie de riz sur le Sahel, où on a amené 10 tonnes de riz et de farine et des médicaments en traversant tout le sud algérien, en passant par Tamanrasset et en allant jusqu'à Niamey, en passant par le Mali.
Et là, je crois que j'ai vécu le plus difficile physiquement et le plus beau moment de ma vie. Parce que, comme je dis souvent, j'en rêve encore et je ne pourrais pas oublier ça, quoi. Maintenant, là, votre lutte à venir, vous continuez à faire la fête, ça, quoi qu'il en soit. Hein, les bêtises, ok, mais toujours un petit peu. Enfin, c'est pas des bêtises. Vous avez envie de vivre très fort. Et vos luttes, là, à venir, celles que vous avez envie de... Moi, j'ai envie de continuer à me battre, justement, pour l'accessibilité de la ville d'Aubagne, et puis de ses environs. J'ai envie de continuer à organiser des soirées café jazz avec la MJC d'Aubagne, dont je suis administrateur. J'ai envie de continuer à me battre pour le transport de la personne handicapée au sein de l'association Boulégan à Aubagne, dont je suis administrateur aussi. J'ai aussi envie d'essayer, là vous m'avez invité, c'est fabuleux, mais je vais continuer la démarche d'essayer d'être invité sur d'autres plateaux de télévision pour prêcher la bonne parole, pour dire aux personnes, valides ou non, que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est forcément triste, lugubre, pas motivé, avec pas d'envie de s'éclater. Non, non, je crois qu'on a les mêmes droits et je crois qu'à chaque fois que j'ai eu des reportages qui ont été faits, par exemple sur France 3 régional, à Marseille, où je parlais de l'accessibilité, il y avait un effet extrêmement positif, puisque les gens m'arrêtaient dans la rue en me disant c'est génial, tu nous as montré, grâce à l'image, à quel point c'était difficile, le parcours était compliqué. Et moi, réalisant cet effet positif, je me dis, mais il ne faut pas que je m'arrête, quoi. Si encore on m'avait agressé dans la rue en me disant, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous allez faire à la télé, pourquoi vous parlez, pourquoi vous revendiquez? Mais non, c'est tout le contraire. Ben, alors continuons. Ouais, vous allez continuer à revendiquer à revendiquer de façon positive. Et avec les gens qui auront envie de nous suivre, parce que je ne suis pas seul dans cette histoire, il y a toute une équipe derrière, et il faut aller le plus loin Dernière question, le politique, il y a un secrétariat d'État, enfin, il s'occupe des personnes handicapées, etc. Vous avez des contacts Moi, personnellement, je n'en ai pas de contact avec le ministère. Mais vous faites remonter les choses On essaye de faire remonter les choses par rapport au conseil régional. On a eu un grand forum juste avant les élections, avec le conseil général aussi. Mais moi, j'ai toujours un peu peur qu'au niveau national, alors qu'au niveau local, au niveau de la ville, c'est plus concret, parce que je crois que les municipalités, eux, se battent par rapport à leur travail pour que les choses avancent. Mais au niveau de l'État, j'ai des fois des doutes. Hein, je ne sais pas que je n'y crois pas, mais j'espère, là, on va rentrer dans une phase électorale bientôt. Vous allez pouvoir faire passer les choses. J'espère qu'eux, ils ne vont pas nous faire des effets d'annonce, nous faire des promesses qui ne tiendront pas. Parce que il faut être clair, la personne handicapée, ça coûte du pognon. Il ne faut pas se masquer, mais il faut être lucide, et il ne faut pas être hypocrite. Il ne s'agit pas de dire oui, on veut intégrer en France les personnes handicapées dans la vie, et puis après se dire oh là là, mais ils coûtent trop cher ces gens-là, donc laissons-les dans les centres, au moins on n'aura pas de ville adaptée, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non, 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 ça c'est de la poudre aux yeux, ça. Et donc vous avez choisi d'agir localement et de penser très très largement, globalement. Ouais, mais je pense que si par exemple dans les 10 ans à venir, Aubagne devient une des villes les mieux accessibles de la région PACA, ça fait tache d'huile. Exactement, ça sera un exemple, et que toutes les villes auront, les villages, parce que les villages, il y a un retard hallucinant, dans les villages on ne peut pas se déplacer. Donc non, il y a du boulot. Et puis moi je profite aussi, puisque j'ai un petit moment là, de dire que je ne l'ai jamais fait à la télé, mais moi je remercie ma mère, parce que c'est une femme formidable, quoi. Donc je crois que si j'avais pas eu une mère comme ça, aussi courageuse, et des frères aussi, et des frères et sœurs aussi courageux, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui, quoi. Eh bien merci, puis on regrette très bien, parce que ce que vous faites est vachement bien.
Et ben merci Charlie, puis la prochaine fois on parle musique. On parlera de musique et puis venez, il y a des concerts de jazz à Aubagne. Hein. Ouais, donc À partir du mois d'octobre, une fois par mois. donc on peut contacter l'association... La NJC. La La NJC. NJC Eh ben d'Aubagne, voilà. demandez Charlie. Voilà. Et elle a sa permanence régulièrement. Merci Charlie.